Fermez les yeux un instant. Imaginez un hôpital où, au détour d'un couloir, un chien au regard doux vient réconforter un enfant malade. Visualisez un centre de rééducation où des patients retrouvent la mobilité et la confiance en eux grâce à un cheval patient et attentif. Mais pensez aussi à cette maison de retraite où le ronronnement d'un chat apaise l'anxiété des résidents. Les animaux, depuis des millénaires, partagent nos vies. Mais au-delà de la compagnie et de l'affection qu'ils nous procurent, ils sont aussi de véritables alliés thérapeutiques. Dans cet épisode, nous allons explorer en profondeur les bienfaits de la zoothérapie, son histoire, les différentes formes qu'elle peut prendre, les animaux qui y participent et les précautions à prendre pour ne pas tomber dans un usage abusif ou égoïste de ses compagnons de soins. Hello! J'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode d'Opal Podcast où on va parler du rôle de l'animal dans la santé mentale. Avant toute chose, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à m'encourager dans ce projet, à me faire de bons commentaires constructifs en plus de ça, d'avoir écouté mon premier épisode, de m'avoir fait vos retours. Vraiment, la force que vous me donnez, c'est pas grand chose pour vous, mais pour moi, c'est juste énorme. Ça me fait un bien fou de voir qu'il y a plein d'autres personnes comme moi qui se passionnent pour le bien-être animal et qui ont envie d'apprendre. Et moi, ça m'encourage à fond dans ce que je fais. Et on entend Kaito et Ezekiel dans le fond qui sont en train de se chamailler, je crois. Ils ont décidé de râler ensemble à chaque fois que je fais une introduction. C'est comme ça. Il faudra vous y habituer. Moi, j'ai du mal, mais bon, on fait comme on peut. En tout cas, voilà, je suis trop contente. L'épisode 1 a bien été posté partout. D'ailleurs, le jour où j'enregistre cet épisode, l'épisode 2, l'épisode 1 vient seulement de sortir. Donc, je suis trop contente. Je suis aussi très émue. C'est un énorme pas pour moi. Et puis, j'espère que vous resterez avec moi pour la suite et que mon contenu va continuer de vous intéresser. En tout cas, moi, ça me motive vraiment à donner toujours le meilleur de moi-même et vous proposer des sujets toujours plus intéressants les uns que les autres. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on va se parler de zoothérapie, donc quand les animaux, en fait, prennent soin de nous. Donc, je pense qu'on peut commencer. La zoothérapie, qu'est-ce que c'est ? Moi, quand j'ai entendu ce terme au début, je n'ai pas compris. Enfin, j'avais quand même quelques idées. Je pensais aux chiens guides, vous savez, pour les aveugles, des choses comme ça. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Donc la zoothérapie ou la thérapie assistée par l'animal, donc le diminutif c'est TAA, thérapie assistée par l'animal. En fait, c'est une approche qui utilise la présence et l'interaction des animaux pour favoriser le bien-être physique, mental et émotionnel. Et franchement, les résultats, ils sont souvent vraiment impressionnants. En fait, la zoothérapie, elle a vraiment pas pour vocation de guérir, mais c'est vraiment accompagner, apaiser et créer un lien qui est facilité entre les patients et les thérapeutes. L'animal, lui, il joue un rôle de médiateur, et j'insiste vraiment sur ce mot, permettant du coup d'établir un contact plus naturel et instinctif. Donc vraiment, dans ce genre de thérapie, c'est pas l'animal qui fait le travail du thérapeute, non. Il y a un thérapeute qui encadre toutes les sessions, toutes les séances, et l'animal reste un médiateur. Ce n'est pas l'animal le thérapeute, lui c'est le médiateur. Voilà, c'est vraiment important de préciser ça. Et du coup, ce genre de thérapie, c'est particulièrement utile chez les personnes en difficulté sociale, cognitive et ou psychologique d'ailleurs. Je voulais vous énoncer quelques faits
que je trouve vraiment très intéressant et qui illustre très bien notre sujet. Donc attention, début de citation. Je pense qu'il est prudent de dire que les animaux sont bénéfiques pour notre santé mentale et physique. Nous constatons une augmentation de l'ocytocine, cette sorte d'hormone de bien-être. Fin de citation. Et ça, c'est Nancy Guy qui nous parle de ça, qui est une professeure de psychiatrie directrice du Center for Human-Animal Interaction de la Virginia Commonwealth University. Et en fait, elle détaille les bienfaits de vivre avec des animaux. Elle nous rappelle que les preuves, elles s'accumulent selon lesquelles les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, chutent chez les personnes après seulement 5 à 20 minutes passées à interagir avec des chiens, et ce, même si c'est pas leur chien à eux. C'est-à-dire que vraiment, juste l'interaction avec un chien, pendant 5 à 20 minutes, ça te permet de faire baisser tes niveaux de cortisol, donc ton hormone du stress. Et elle nous dit, je cite, « Les animaux de compagnie ne sont pas une panacée. Ils ne vont pas nécessairement être parfaits pour chaque personne, mais pour les gens qui comprennent vraiment, qui se connectent vraiment avec les animaux, ils peuvent vraiment faire une grande différence. » Fin de citation. Et je trouve que cette citation, elle est vraiment très intéressante parce que je pense aussi que la thérapie assistée par l'animal, elle peut être ultra bénéfique pour des personnes qui sont sensibles aux animaux et complètement inutile pour des personnes qui sont absolument pas touchées ni sensibilisées à l'animal. Donc en gros, la zoothérapie, c'est pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, ça peut vraiment être bénéfique quand ça fonctionne avec la personne. Donc on parlait de la réduction du niveau de cortisol en caressant des animaux, et il y a une étude qui a été menée en 2019 par l'Université d'État de Washington qui a démontré que seulement 10 minutes d'interaction avec des chiens ou des chats peuvent réduire significativement les niveaux de cortisol, donc comme on en parlait tout à l'heure, donc l'hormone du stress, et ici chez les étudiants. Donc ils ont vraiment testé ça sur les étudiants, puisqu'on le sait, les étudiants sont quand même très 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 stressés. J'ai été étudiante moi-même et je confirme ce fait. Et donc il y a de nombreuses universités aux États-Unis qui proposent des programmes qui s'appellent Pet Your Stress Away. Donc en français, c'est beaucoup moins beau, ce serait éliminer votre stress en caressant des animaux. Bon, c'est beaucoup moins cool, donc on va dire Pet Your Stress Away, où en fait les étudiants peuvent interagir avec des chats et ou des chiens pour se sentir mieux. Et je trouve ça quand même fou que dans un cadre scolaire, d'éducation, on arrive à intégrer les animaux comme facteur de bien-être. Je veux dire, ça, en réalité, ça veut tout dire sur cet aspect positif que les animaux vont apporter à notre santé mentale. Donc voilà, pour les niveaux de cortisol. Et j'ai un autre exemple qui est un peu plus différent, aux États-Unis encore une fois, où la thérapie assistée par le chien a été introduite dans certaines prisons, car beaucoup de prisonniers, on le sait, souffrent de dépression, d'anxiété ou de perte d'empathie, enfin plein de choses en réalité. Et donc cette étude, elle comprenait des activités liées à l'éducation, aux soins ou aux activités des chiens. Et la durée des thérapies variait entre 1 et 2 heures, avec une fréquence comprise entre 1 et 3 jours par semaine. Je vérifiais mes notes en même temps parce que j'étais plus trop sûre de ça. Et cette démarche, elle a été testée dans le but de fournir une analyse sur la thérapie assistée par les chiens sur la population carcérale. Et en vrai, les résultats sont assez positifs puisque ça a montré que la santé mentale, le contrôle émotionnel, l'empathie et même les compétences académiques pouvaient être améliorées grâce à cette forme de thérapie. Donc, en fait, pourquoi ça a été testé ? C'était aussi pour voir que si on améliorait la santé mentale des prisonniers, est-ce que ça permettait de réduire le niveau les taux de récidive des criminels et même juste de la violence en général. Et bon, il n'y a pas de chiffres vraiment probants là-dessus, mais en tout cas, sur les articles universitaires que j'ai pu lire dessus, ça avait l'air quand même plutôt très positif, même si on n'a pas de chiffres exacts. Et oulala, attention, il y a Ezekiel qui va monter sur mon ordinateur. On est mal ? Non, monsieur. Non. Non. Ah bah voilà, il y a Kaito qui vient nous défendre. Donc je disais que c'était pour voir si
on pouvait essayer de baisser la récidive. Et donc, les résultats, on n'a pas de chiffres exacts, mais c'est plutôt positif et ça montrait quand même une amélioration. Je sais pas si vous entendez Ezekiel qui miaule et Kaito qui chouine du coup. Bon voilà, c'est super. Bon voilà, en tout cas ces améliorations, elles pourraient entraîner la réduction des taux de récidive et de la violence de manière générale. Maintenant qu'on a bien expliqué ce qu'était la zoothérapie, je pense qu'on peut se parler des différentes formes de zoothérapie. Parce que oui, selon l'animal utilisé, l'animal médiateur, la thérapie, elle va prendre différentes appellations et formes. Donc je vais vous en citer quelques-unes, les plus connues en fait. On a l'équithérapie ou hippothérapie, je pense que vous l'aurez compris, c'est la thérapie assistée par le cheval qui est particulièrement efficace pour le développement moteur et émotionnel. On a la cynothérapie, donc la plus connue, la plus utilisée. Donc c'est la thérapie avec l'assistance des chiens, qui est souvent utilisée pour le soutien psychologique, la rééducation et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Pour vous donner un exemple, il y a longtemps déjà, j'avais regardé un reportage. Bon, c'était il y a longtemps, donc vraiment je me souviens plus du tout du nom, je suis désolée, mais peut-être qu'on peut peut-être trouver ça facilement sur YouTube, je suis pas sûre. Et donc dans ce reportage, c'était sur des chiens qui travaillent avec, je sais plus si c'était avec la police ou avec les services sociaux. Mais voilà, en fait, dans le reportage, tu avais un Golden Retriever qui, son job à lui, c'était de poser sa tête sur les cuisses d'un enfant pour que l'enfant ait plus de facilité à s'exprimer. Et donc, en fait, le chien aidait à calmer l'enfant en posant sa tête sur ses cuisses, en l'apaisant pour qu'il soit plus facile pour lui de parler. En l'occurrence, ici, c'était des abus qu'il avait subis. Et franchement, ça m'a bouleversée. Je sais que j'ai versé ma larme pendant ce documentaire. Mais vraiment, en fait, l'enfant, au début, n'arrive pas du tout à s'exprimer, n'arrive pas à parler de ce qu'il a vécu. Et donc, l'aide du chien qui fait preuve... on a l'impression que le chien fait preuve d'une empathie de dingue, et ça rassure l'enfant et donc ça l'aide à s'exprimer sur ce qu'il a vécu et vraiment c'est très touchant, c'est beau à voir. Donc voilà pour la cynothérapie. On a aussi la delphinothérapie, donc elle est moins courante et plus controversée. Et donc c'est une approche qui fait appel au dauphin pour stimuler la communication et l'éveil sensoriel, notamment chez les enfants autistes. On a la ronron-thérapie, donc elle est beaucoup moins encadrée. Je pense que vous l'avez sûrement déjà vécu. Mais c'est l'effet apaisant du ronronnement des chats sur le stress et l'anxiété, il est largement reconnu depuis très longtemps. Et je crois, il me semble qu'il y a plusieurs maisons de retraite qui ont intégré des chats, justement, dans cette intention de faire de la ronron-thérapie, juste pour apaiser les résidents en maison de retraite. Donc voilà, et puis je pense que même nous, dans nos foyers, avoir son chat qui ronronne dans ses bras, ça nous apaise, ça fait franchement du bien. Je pense à Mimi. Bon, malheureusement, Ezekiel, c'est pas un chat qui ronronne, mais Milo, par contre, un sacré tracteur. Enfin bref. On a l'aquathérapie avec les poissons. Donc c'est le fait d'observer des poissons évoluer dans un aquarium qui a un effet relaxant et qui peut aussi même réduire la tension artérielle. Moi, j'ai eu plus jeune un poisson qui s'appelait Geisha. et c'est vrai que moi, ça me relaxait beaucoup de regarder Geisha faire sa petite vie dans son aquarium. C'était très plaisant, très relaxant, très reposant. Enfin bref, c'était pas mal. Donc je pense aussi que l'aquathérapie, c'est plutôt bénéfique. Et je crois aussi avoir vu d'ailleurs qu'il y a des aquariums qui ont été installés dans des maisons de retraite, justement pour que les résidents puissent les observer et profiter des bonnes choses que ça peut leur apporter. Quels sont les bienfaits de la zoothérapie ? Parce qu'on l'a vu, les interventions assistées par les animaux ont prouvé leur efficacité dans de très nombreux domaines. Et donc, première chose, la zoothérapie, elle est utile dans la réduction du stress et de l'anxiété.
Donc ça, on l'a déjà vu. La simple présence d'un animal va entraîner une baisse des niveaux de cortisol, donc l'hormone du stress, et une augmentation de la sérotonine et de l'ocytocine, qui sont les hormones du bonheur, du bien-être, favorisant donc la relaxation. On a aussi l'amélioration de la communication. Donc chez les enfants autistes par exemple, ou des patients souffrant de troubles neurologiques, l'interaction avec un animal, elle va stimuler les échanges et l'expression des émotions. D'ailleurs, on aura un cas très concret, mais je t'en parle tout à l'heure. C'est aussi utile dans le soutien psychologique. Les animaux sont de véritables éponges émotionnelles et nous aident en fait à lutter contre la dépression, la solitude et aussi le stress post-traumatique. Donc, quand je vous parlais du chien qui aidait l'enfant à parler des abus qu'il a subis, voilà, c'est clairement un soutien psychologique que lui apporte à ce moment-là le Golden Retriever. Et forcément, la zoothérapie a un effet positif sur la santé physique chez les personnes âgées ou en rééducation. La présence d'un animal, elle peut encourager l'exercice physique et du coup favoriser la récupération. Maintenant, on va pouvoir se parler de l'aspect un peu plus historique de la zoothérapie. Parce que oui, l'idée que les animaux puissent avoir un effet thérapeutique, ça date absolument pas d'hier. En fait, c'était en 1792, William Tuke, je sais pas, on va dire William Tuke, il a fait une découverte révolutionnaire. Les patients atteints de troubles mentaux montraient vraiment une amélioration qui était notable de leur concentration et de leur responsabilité lorsqu'ils interagissaient avec des animaux. Et en fait, cette pratique, elle a été ensuite intégrée dans le cadre hospitalier par une femme, donc grâce à l'effort d'une infirmière qui s'appelle Florence Nightingale, ça c'était au 19e siècle, qui était vraiment une pionnière des soins infirmiers modernes, qui a reconnu les avantages de la présence animale pour améliorer le bien-être des patients. Donc je trouve ça hyper intéressant. Elle a vraiment intégré les animaux dans les hôpitaux pour améliorer le moral des patients, tout simplement. Ensuite, c'est le psychiatre américain Boris Levinson, en 1960, qui est d'ailleurs considéré comme le père de la zoothérapie moderne, qui a joué un rôle clé dans la reconnaissance de la thérapie assistée par l'animal. En fait, c'est vraiment lui qui va mettre en avant les possibilités de la cynothérapie, plus exactement, grâce à son propre chien à lui. Pour la petite histoire, en fait, il gardait son chien, qui s'appelait Jingles, dans son cabinet. Et un jour, il a remarqué qu'un jeune patient autiste qui d'ordinaire était très replié sur lui-même et qui n'arrivait pas du tout à établir de communication, il a réussi à communiquer avec son chien Jingles. Il avait vraiment réussi à établir une communication pour la toute première fois grâce au chien. Et ça a vraiment marqué le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychothérapie facilitée par l'animal. Et c'est comme ça qu'est née la Pet Facilitated Psychotherapy, donc la psychothérapie facilitée par l'animal en français. Et cette approche, elle a ouvert de nouvelles voies pour le traitement des troubles mentaux, soulignant le potentiel thérapeutique des animaux dans un processus de guérison. Et du coup, depuis, la zoothérapie, elle a pris beaucoup d'ampleur et elle s'intègre aujourd'hui dans de nombreuses structures. Les hôpitaux, on l'a vu, les maisons de retraite, des établissements pénitentiaires, donc des maisons, des centres éducatifs, etc. Donc voilà, la zoothérapie, elle a vraiment été reconnue il y a un petit moment déjà, ça date pas d'aujourd'hui. Et je trouve ça hyper intéressant de voir que ça a super bien évolué en fait. Bon, la thérapie assistée par l'animal, c'est vraiment génial. C'était quoi ça? Pardon pour cette rime vraiment pas terrible. Mais on a vu ça en tout cas. On a vu que la zoothérapie, c'est super bénéfique pour des personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont été victimes d'abus et qui ont besoin justement de parler de support émotionnel, etc. Bon, tout ça, on a vu tous ces points positifs. Mais attention, l'animal, ce n'est pas un médicament. Aussi
incroyables soient les bienfaits de la zoothérapie, il est vraiment essentiel de rappeler une chose, c'est que l'animal n'est pas un objet thérapeutique ni un genre de médicament magique. Un chien, un chat, un cheval, ce sont des êtres vivants qui ressentent des émotions et des besoins, et donc il ne s'agit pas ici de les utiliser pour soulager tous nos maux sans leur offrir en retour le respect et l'attention qu'ils méritent. Et d'ailleurs, on ne parle vraiment pas de les utiliser, des animaux ne devraient jamais être considérés comme ça. Donc, petite chose à faire attention, un animal ne doit jamais être adopté uniquement pour des raisons thérapeutiques. On le rappelle, la thérapie assistée par l'animal, c'est assisté par l'animal. L'animal est un médiateur. Un professionnel doit toujours encadrer la thérapie assistée par l'animal. Et évidemment, la zoothérapie ne remplace pas la médecine traditionnelle. Simplement, elle vient la compléter. Et ça, c'est le cas pour toutes les thérapies. Il n'y a rien qui va remplacer la médecine traditionnelle. Les thérapies viennent seulement les compléter, comme celle assistée par l'animal. Et c'est vraiment important de se rappeler que si les animaux peuvent être d'une aide précieuse, ils ne sont pas des remèdes universels. On l'a vu, il y a des gens pour qui ça peut ne pas fonctionner du tout. Et les animaux doivent être traités avec respect et amour. C'est vraiment essentiel de ne pas exploiter les animaux à des fins égoïstes ou de les considérer uniquement comme des outils pour soulager nos propres maux, pour se débarrasser de nos problèmes. C'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il ne faut pas faire ça. Et en tant qu'être vivant sensible, il mérite d'être traité avec dignité et considération. Et puis, toute interaction avec eux dans le cadre de la zoothérapie doit être guidée par le bien-être et le respect mutuel. Donc voilà, je pense que c'était vraiment très très important de préciser ces points-là parce que j'ai pas trop envie qu'on n'interprète mal mes paroles. Moi, je vous parle de les impacts que peuvent avoir les animaux sur notre santé mentale. Ça veut pas dire « adoptez des animaux, vous vous sentirez mieux si vous êtes en dépression ». Genre non, ce n'est pas du tout mon point. Moi, je vous dis que c'est vraiment une thérapie qui est officielle, qui existe vraiment, mais c'est un métier. Il y a des zoothérapeutes et donc les animaux ont été préparés et éduqués dans ce sens-là et ensuite ils peuvent nous aider, mais tout ça dans le respect du bien-être animal, c'est le plus important, sinon je vous parlerai pas de ce sujet-là. Donc voilà, moi j'espère que tout ça vous parle un petit peu. Je pense que vous avez tous des petites histoires avec vos animaux où ils ont impacté votre santé mentale. N'hésitez pas à m'en faire part, je suis vraiment curieuse et puis justement, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite où je veux vous parler de mon propre témoignage sur le fait que les animaux, ça peut changer nos vies. Avant ça, je voulais vous parler d'un livre que je n'ai pas encore lu, mais il est dans ma pile à lire. Je l'ai acheté, donc il n'attend que moi. Si entre-temps je l'ai lu, je vous ferai un retour dessus. Et de toute façon, je le publierai dans mon post reco-lecture s'il m'a plu. Mais du coup, c'est Julie Barton, c'est une écrivaine et autrice du livre « Mon chien m'a sauvée de la dépression ». Et en fait, elle raconte comment son chien l'a aidée à surmonter une période très sombre de sa vie. Donc son cas, c'est pas du tout un cas isolé. Il y a de nombreuses personnes qui témoignent des effets positifs de la présence animale sur leur santé mentale et physique. À la base, cet épisode, j'étais censée le faire avec une amie d'enfance qui a un petit peu eu des... Enfin, pas un petit peu. Elle a eu des problèmes de santé mentale, notamment liés à la dépression, à l'anorexie. Et en fait, elle a une chienne qui l'a beaucoup aidée à surmonter ça. J'étais censée l'interviewer, mais finalement, on n'a pas réussi à trouver le bon moment, le temps pour le faire, donc ça s'est pas fait. Mais en tout cas, ce serait avec plaisir que je pourrais faire une vidéo avec elle pour parler de son expérience. Ça pourrait être sur TikTok ou YouTube, je sais pas trop. On verra. Mais voilà, en tout cas, il y a plein de témoignages. N'hésitez pas à m'envoyer les vôtres. Vraiment, moi, toutes les histoires touchant avec les animaux, forcément, ça m'atteint beaucoup. Et voilà. Du coup, je voulais vous parler de mon expérience personnelle sur ce sujet-là. Parce que
Malheureusement, la dépression et les problèmes de santé mentale me sont fortement familiers et c'est aussi pour ça que je tenais beaucoup à enregistrer cet épisode et surtout le sortir très rapidement parce que c'était important pour ma propre santé mentale en fait. Je compte pas m'étaler sur ma santé mentale parce que pour le coup, c'est ma santé à moi qui relève de ma vie privée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, mes animaux m'ont vraiment sauvé la vie. Et pas qu'une fois. Surtout lorsque Ézéchiel est arrivé dans ma vie, j'étais vraiment dans une situation très très compliquée. Et l'arrivée d'Ézéchiel, en fait, clairement, je pense pas que je serais encore là pour en parler s'il n'avait pas été là dans ces périodes-là de ma vie. Donc, personnellement, je suis vraiment, vraiment convaincue que nos animaux nous rendent au centuple ce que nous, on leur donne. Et honnêtement, je trouve qu'on les mérite pas. Et personnellement, je m'efforce maintenant tous les jours d'être à la hauteur pour eux, pour être tout simplement digne d'eux. Donc voilà. Cet épisode, je voulais vraiment l'écrire parce que aujourd'hui j'ai 3 animaux, avant j'en ai eu. Et moi, les animaux, c'est ma famille et ils ont été mon seul soutien dans des périodes très très sombres de ma vie. Aujourd'hui, je suis encore en train sur la voie de la guérison et mes animaux m'aident énormément à ça. On l'avait vu aussi dans l'épisode 1 du podcast, Kaito il m'aide à sortir, à voir autre chose que le négatif dans ma vie. Mes chats me rappellent de faire des pauses. Enfin bref, mes animaux m'aident énormément au quotidien, je me sens aimée, je me sens responsable d'eux. Aussi, il y a cette chose-là. En fait, vu que je suis responsable d'eux, ça va être un peu horrible. Je suis désolée de dire ça. Petit trigger warning, si les sujets de suicide, etc., ça vous atteint, vous pourrez sauter ce passage. Mais moi, donc j'ai beaucoup eu de difficultés par rapport à ça. Et le fait d'être responsable de mes animaux, ça m'a permis de tenir bon en fait. Je devais tenir bon pour eux parce que eux ils ont que moi et moi j'ai qu'eux. Et je peux pas les abandonner comme ça. Donc voilà. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et j'espère que vous ressentez la même chose avec vos animaux et un bien-être qui, encore une fois, est vraiment indescriptible. L'amour qu'on reçoit des animaux, j'en avais déjà parlé, mais c'est phénoménal. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. On n'est pas rentré non plus dans les grands détails, mais encore une fois, moi je pense compléter un petit peu mes épisodes en faisant des vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et je pense qu'on va pouvoir conclure cet épisode qui a été très riche quand même en informations. Et puis récapitulons un peu les points qu'on a évoqués. On a vu dans un premier temps ce qu'était la zoothérapie, quel était son rôle, ses bénéfices et sa cible. On a évoqué quelques approches qui étaient super intéressantes et notamment quels étaient les pouvoirs thérapeutiques de certains animaux spécifiques, donc avec les chevaux, les chiens, les chats, les poissons. Et on s'est rendu compte que l'animal pouvait jouer un rôle clé dans la santé mentale des individus, des humains. Donc voilà. Bon, et vous ? Est-ce que vous avez déjà ressenti ce lien particulier avec un animal, une présence qui vous a vraiment, vraiment réconforté dans un moment difficile ? J'ai tellement envie, j'ai besoin d'écouter vos témoignages, de lire vos histoires sur le sujet. Je vous l'ai dit, moi ça me touche énormément et j'ai trop envie d'apprendre à vous connaître et savoir un petit peu comment les animaux vous ont aidé dans les passes difficiles de votre vie. Et à part ça, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez me contacter sur Instagram, TikTok. Donc pour rappel, c'est aupoil.podcast, super simple. Et puis
Et puis voilà, n'hésitez pas, je pense que sur certaines plateformes d'écoute... Oh, mais Kaito vous dit au revoir en grognant à la fenêtre. Mais à me noter, et vraiment, s'il vous plaît, contactez-moi, envoyez-moi des messages, racontez-moi ce que vous en avez pensé, je mettrai en story vos retours, et j'ai trop hâte d'avoir de vos nouvelles, et puis voilà, bye bye. Et n'oublions jamais, prendre soin d'un animal, ok Kaito, prendre soin d'un animal, c'est aussi lui permettre de prendre soin de nous, voilà, bye bye.